Et voilà pour ce documentaire d'André Hanos et de Jacques Villain, Soyouz, Ariane 5, Vega sur l'équateur. Alors, est-ce que l'espace pourrait être une solution à nos problèmes, à la morosité ambiante, à la crise, au chômage, à nos difficultés? Tout le monde se souvient bien sûr du premier Spoutnik en 57. Tout le monde se souvient aussi du premier homme dans l'espace, Gagarine en 61. Et bien sûr, on n'a pas oublié le petit pas pour l'homme et le grand pas pour l'humanité de Armstrong en juillet 69 sur la Lune. Tout ça pour dire que l'espace encore nous fait rêver. Maintenant, est-ce qu'il est devenu une affaire? Est-ce que c'est devenu quelque chose d'utilitaire avec des satellites qu'on envoie pour communiquer, pour nous permettre de communiquer, mais sans plus tellement de rêve? Eh bien, on va parler de tout ça. On va en parler avec Michel Tonini. Merci d'être avec nous. Vous êtes général de l'armée de l'air, 2 étoiles, et vous êtes aussi astronaute. Vous avez volé sur la navette américaine Columbia. Vous êtes aussi cosmonaute, vous avez volé avec Soyouz justement pour rejoindre la station Mir. Vous y êtes resté 13 ou 14 jours, je crois. 13 jours, oui. On compte en jours ou on compte en quoi d'ailleurs quand on est là et qu'on tourne autour de la Quand, Terre? on peut compter en jours. Aujourd'hui, on compte en mois parce que les vols font 6 mois. Les vols vont 6 mois. Aujourd'hui, ils font 6 mois. Donc, on compte en jours, en C'est mois. une équipe qui part maintenant pour aller dans la navette internationale, dans la station internationale, elle va rester 6 mois. 6 mois, c'est toujours 6 mois, oui. Il reste 6 mois autour de la Terre. Oui, oui. Et c'est pas trop long. Ah non, c'est même trop court pour certains parce qu'on a un programme qui est assez compliqué à faire et donc ça prend beaucoup de temps. Bon, parce qu'on oublie toujours qu'il y a des hommes qui tournent autour de la Terre en ce moment, qui nous regardent un petit peu par les hublot et qui sont très très occupés. En face de vous, Bertrand Ban, vous êtes sénateur socialiste du sud de Toulouse, et vice-président du groupe parlementaire sur l'espace. Et je ne savais pas qu'il y avait même un groupe parlementaire sur l'espace qui rejoint les deux, les assemblées, Sénat. Député et sénateur, oui, qui existe depuis 15 ans et qui est materné par le CNES. Et on travaille très bien avec eux. Bon, on défend la politique spatiale européenne, a fortiori française. Bon, je dis c'est pas un hasard, vous êtes de Toulouse, la ville de l'aéronautique. Joël Lebar, vous êtes le nouveau directeur général délégué des opérations au CNES, c'est ça? C'est ça, au Centre national des études spatiales. Et vous avez dirigé pendant longtemps Kourou. 5 ans. Pendant 5 ans. 5 ans, le Et puis, Isabelle Sourbe-Verger va nous rejoindre. Elle est géographe, elle est chercheur au CNRS. Et on va commencer avec vous, André Hanos, puis vous êtes le réalisateur de ce film, avec votre collègue. Pourquoi ce film? Pourquoi Soyouz? Vous êtes attaché à Soyouz. Ça a été... vous avez eu un coup de cœur pour ce lanceur soviétique? Absolument. Alors, je vous raconte en quelques mots. Avec Jacques Villain, on a fait beaucoup de documentaires sur l'histoire du spatial. Et puis, en faisant ces films, je me suis aperçu qu'il y avait un lanceur extraordinaire qui était Soyouz, puisque ça a été construit et voulu par Staline et Beria pour lancer les bombes atomiques soviétiques. Et puis, on a vu rapidement que ça n'a pas marché pour ça, pour X raisons, et que les Russes, les Soviétiques de l'époque, l'ont capté pour faire toutes les grandes premières de l'histoire soviétique spatiale, Gagarine, etc. Et puis après, on a vu qu'il a traversé, si je peux le dire, la guerre froide. Il est devenu un objet... Et on voit bien dans le film, c'est le camion de l'espace, voilà, c'est le truc fiable, qui tombe jamais en panne, qui marche bien. 50 ans d'histoire, qui traverse 50 ans d'histoire spatiale et qui arrive aujourd'hui à Kourou pour lancer les satellites les plus sophistiqués qui soient. Je veux dire, c'est une histoire incroyable. Alors avec Jacques Villain, on s'est dit, on va faire un film là-dessus. Bon. Et on a été aidé par votre chaîne. Et bien d'autres aussi, merci. Absolument. Et vous êtes allé à Kourou. Est-ce que vous êtes allé aussi à la Cité des Étoiles, à Cap Canaveral, enfin, etc., dans ces coins-là, américains ou russes? On a été à Kourou au printemps dernier, lors de la présentation à la presse. Là, je dois dire, j'ai eu un coup de foudre, parce que quand on voit 50 ans d'histoire qui est là et qui va lancer les satellites, on n'a pas été en Russie, puisque le film, pour des raisons que vous avez certainement un petit peu expliquées, a été stoppé puis repris. Mais on a eu l'aide des Russes d'aujourd'hui qui nous ont trouvé beaucoup d'images inédites. C'est pour ça que ce film est bourré d'images inédites. Et on a senti l'apport des Russes qui aimaient nous faire plaisir pour valoriser leur fameux lanceur. Est-ce que vous avez senti un milieu assez ouvert, qui n'est plus replié sur ses secrets, ses subtilités nationales? Est-ce que c'est un monde qui s'ouvre, le monde du spatial? Pour parler de Soyouz, on a vu que les Russes d'aujourd'hui ont la main mise sur leur lanceur, ils sont près de la bête, ils l'entourent, ils la façonnent. Les équipes européennes ont été travaillées aussi pendant 10 ans
en Russie pour travailler avec eux. Donc c'est plutôt une osmose. Mais chacun a son territoire et je pense que le directeur du spatial du centre Justement, Joël nous Barre, dira. est-ce que c'est vraiment l'osmose entre Français et Bien Russes sûr, sur ces pas de tir à Kourou, puisque vous avez dirigé Kourou pendant 5 ans? Oui, c'est le principe même d'ailleurs de la coopération sur le Soyuz en Guyane. Hein. C'est effectivement le lanceur est russe, donc ce sont les Russes qui le fournissent, ce sont les Russes qui l'opèrent et c'est bien normal. D'abord, c'est eux qui le connaissent. Donc pour opérer un lanceur, il faut avoir évidemment une connaissance très profonde, très aiguë. Donc ce sont des équipes russes qui opèrent le lanceur. À côté, ce sont des équipes européennes qui ont fait le pas de tir de Soyuz en Guyane. Et il y a eu des problèmes, c'est pour ça que le film a été arrêté, parce que vous n'arriviez pas, je sais pas, il y avait des difficultés à mettre au point ce pas de tir. Oui, on a eu des problèmes de réalisation, pas tellement de mise au point, mais de réalisation dans la partie, en particulier la partie russe, j'ai le regret de le dire, du pas de tir. Nous avons une spécificité en Guyane par rapport à Baïkonour, puisque le Soyouz que nous lançons en Guyane, c'est le même que celui que les Russes lancent à Baïkonour. La seule différence qu'il y a entre le pas de tir de Baïkonour et le pas de tir de Guyane, c'est qu'en Guyane, il nous faut un portique mobile, qu'on voit d'ailleurs dans le film de M. Anos, qu'on voit très bien. Ça est très bien expliqué Qui est dans un votre portique, film. donc qui protège le lanceur au moment de son intégration finale. Et cette pièce était une pièce nouvelle, donc c'était une grosse pièce qui a pris quelques retards dans sa réalisation Et je en Russie. demandais, est-ce que chaque État, enfin surtout les États de l'espace, hein, les Russes, les Américains, les Français, etc., sont très repliés sur eux-mêmes, très jaloux de leurs prérogatives et de leurs connaissances, ou est-ce qu'on échange beaucoup dans votre milieu? Moi, je dirais qu'il y a une coopération qui est très forte entre les différentes puissances spatiales. Par contre, je dirais que l'accès à l'espace, c'est-à-dire ce qui repose sur une base spatiale et un ou plusieurs lanceurs pour répondre aux besoins d'une nation, ça, c'est un outil de souveraineté. Ça a été inventé par les Américains et par les Soviétiques au moment de la guerre froide. La France s'est lancée dans cette aventure avec le général de Gaulle dans les années 60. L'Europe nous a rejoints quelques années plus tard. Et aujourd'hui, toutes les grandes puissances émergentes se dotent de leur capacité d'accès à l'espace. On voit la Chine, on entend parler de l'Iran. Ça veut dire que ça se démocratise, l'espace? Ça se généralise. Moi, je pense qu'une puissance qui se veut au moins régionale, et vous en avez cité certaines d'entre elles, mais on pourrait parler de nos voisins du Brésil, doivent se doter et veulent se doter d'une capacité d'autonomie d'accès à l'espace. Ça fait partie de la panoplie d'un... Oui, c'est un outil de Une souveraineté. région moderne maintenant, c'est d'avoir un accès à l'espace. C'est un outil de souveraineté dont un État a besoin pour répondre aux besoins de ses politiques publiques, aux besoins de ses citoyens, aux besoins de sa défense. Bertrand Ban, c'est votre impression que maintenant, si on veut faire partie de la table des grands, c'est pas seulement d'avoir la bombe comme dans le temps, c'est aussi d'être dans l'espace? Certainement, juste moi qui ne suis pas ni scientifique et je suis profane, je n'ai pas volé, je ne suis pas un directeur de tir ou quoi que ce soit, je suis juste un politique qui se passionne pour cette histoire. Alors, si vous voulez, la part de la souveraineté, ça touche tout simplement la défense, l'observation, l'aspect militaire, etc. Ensuite, si on prend la coopération internationale sur l'astronomie, la biologie, etc., notamment ce qui se fait à l'ISS, on voit qu'il y a des Canadiens, des Russes, des Américains, des Japonais et des Européens. L'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale. Hein. Voilà, qui vole, qui fait 7 km 7 par seconde. Je le dis toujours parce que ça fascine les gens. Ceux qui hors atmosphère ne veut pas dire grand-chose, même si elle est à limite, je crois. Toujours est-il qu'il y a une vraie coopération. Alors moi, qui suis profane et qui ai parcouru le monde pour ce groupe sur l'espace, je trouve que tous les scientifiques de l'espace se ressemblent. Ils parlent un peu la même langue. Ils ont la même langue, l'anglais bien sûr, mais ils ont surtout cette fraîcheur, cet engouement, voilà, ça c'est très, très net. Alors, on va essayer de voir si, on va partir par le début, s'ils ont un petit peu les mêmes rêves, parce que moi j'ai l'impression que le rêve a un peu disparu de l'espace, en tout cas nous on n'en entend plus parler. Donc merci beaucoup André Anos. On va accueillir dans un instant Isabelle Sourbès-Verger, qui est arrivée, mais écoutons déjà comment Claudie Aigneret parle de ses premiers pas, si je puis dire, dans l'espace. Et là, vous découvrez la troisième dimension. Vous flottez dans ce nouveau volume, vous flottez au plafond. Le haut et le bas ne sont plus vos références ordinaires. Donc au début, ça rend parfois la tâche scientifique un petit peu difficile. Mais c'est ça aussi qui fait le bonheur de ces moments-là. Le premier regard par le hublot, c'est vraiment quelque chose qui est très, très fort. Vous en avez rêvé, vous avez vu des images, vos collègues cosmonautes vous en ont parlé. Et vous découvrez cette planète, pas dans sa globalité, puisqu'on n'est pas assez loin. Vous la voyez belle et pleine de vie. Et des pollutions maritimes et des déforestations qui s'aggravent, tout ça vous le voyez aussi. Et donc c'est beaucoup d'émotions, cette terre vivante qui est dans un cosmos noir, mystérieux, infini. Voilà, ça marche toujours, hein, les images de la planète bleue vue de l'espace, c'est toujours impressionnant. Merci Isabelle Sourbès-Verger de nous avoir rejoints.
l'astronaute, le cosmonaute que vous êtes, on entend que le d'ignorer, mais vous, comment vous avez vécu vos premiers pas comme ça, vos premiers... C'est tout à fait ce qu'elle décrit, hein. Les deux choses importantes lorsqu'on est dans l'espace, c'est de flotter, hein, dans l'espace. Donc on a un sentiment qui est inhabituel, on est vraiment en flottaison, on sent plus son corps, c'est un sentiment extrêmement agréable. Ça rend un peu malade de l'autre côté puisqu'on a un problème vestibulaire, mais c'est aussi surprenant parce que vous mettez vos instruments en face de vous, ils restent. Et au bout de quelques... Ah, vous posez un crayon dans l'espace, il est là. Il reste en face Il de bouge vous. pas. Voilà. Et au bout d'un certain temps, on pense même que, à la fin, je me disais, mais notre vrai milieu, c'est l'espace. Je pense que peut-être que dans des millions d'années auparavant, on était plus spatiaux que terrestres parce que ça a un sens. D'être dans l'espace, ça a un sens. On se sent vraiment bien. C'était un rêve de tout petit, ça, pour vous, d'aller dans l'espace? Et Moi, est-ce que moi- ça a été une trouille terrible quand ça, Alors, quand ça commençait à chauffer on n'a pas en dessous, peur. On n'a pas peur quand on est dans l'espace. C'est On n'a surprenant. pas peur. Non, on n'a pas peur. On a peur avant. On a peur avant, lorsqu'on voit les autres partir. Mais c'est comme pour beaucoup de choses. C'est extrêmement impressionnant de l'extérieur, mais pas tellement impressionnant. Enfin, c'est impressionnant de l'intérieur, mais l'intérieur, vous imaginez qu'on va au simulateur tous les jours avant un vol. Donc pendant 2 ans, vous êtes au simulateur dans le Soyouz. Bon, ce J'étais que tout vous le allez temps. vivre Donc dans vous le êtes- vol, vous- vous l'avez vécu 100 fois Ah avant oui, c'est dans ça, le c'est les simulateur. mêmes repères, vous avez vos mêmes instruments, et puis c'est la même cinématique, c'est le même compte à rebours, ce sont les mêmes actions que vous répétez, et même dans les cas de panne, et pourtant dans le deuxième vol que j'ai eu sur Columbia, on a eu plusieurs pannes assez graves, on a réagi sur les pannes comme si on était au simulateur, de façon extrêmement soft, sans aucun Attendez, à énervement. quoi vous y allez alors, si c'est si c'est pareil que dans le simulateur? Il y a un moment, Non, il se non. passe quelque chose. Non, quand je même, parle pour la partie décollage. La partie D'accord. dangereuse, c'est le décollage. Une fois qu'on est dans l'espace, une fois qu'on est dans la station, Ça, c'est magique. c'est beaucoup plus, bien sûr, c'est beaucoup plus serein. C'est magique. La vue de la Terre aussi, qui est extrêmement impressionnante. Donc vous avez décollé avec Soyouz, Oui. le fameux lanceur. Oui. Vous êtes arrivé dans Mir, Oui. vous êtes resté une quinzaine de jours. Oui, c'est ça. Vos vacances dans Mir, vous C'est aviez pas des loué pour vacances, j'ai 15 jours. j'ai travaillé parce qu'on fait à chaque fois de la science et c'est aussi un volet important. On n'en parle pas beaucoup, mais aujourd'hui, on a maintenant sur la Station spatiale internationale des vols de très longue durée où on peut faire des expériences qui sont longues. Je parlerai par exemple de la croissance des protéines pour les médicaments. On peut étudier des médicaments de façon beaucoup plus précise qu'auparavant parce que les Russes n'avaient pas l'équipement, les Américains avaient l'équipement sur les vols courts. Là maintenant, on a l'équipement et les vols longs, donc on va pouvoir le faire. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est le seul moyen d'avoir des molécules de médicaments qui soient dilatées de façon importante. Est-ce qu'il y a une très grande différence entre la façon de voler des Russes et celle des Américains? La façon d'entraînement est un peu la même. La façon de voler, le véhicule est différent, bien sûr, hein. On est plus autonome. Si vous décollez sur une navette, si vous avez une panne grave au décollage, vous pouvez reprendre en main manuellement et faire pratiquement la partie du vol jusqu'à l'atterrissage en manuel. Chez les Russes, non, c'est automatique et l'atterrissage et le décollage est automatique. Bon, mais sinon, c'est à peu C'est près différent, les c'est une- mêmes c'est une sensations, capsule. la même ambiance. Oui, À peu près. l'ambiance est vraiment très bonne aussi. C'est un travail de collaboration. On travaille jamais seul, on travaille toujours en pool. Vous me disiez quand même que le décollage avec la navette, c'est un coup de fusil, ça part très vite. Ah oui, Parce que c'est pas les mêmes impressionnant propulseurs, parce c'est de la que poudre. on décolle à partir du moment où on dépasse la tour qui nous tient attachés à la fusée. Hein. Dès qu'on a dépassé la tour, on est déjà supersonique. Et lorsqu'on a dépassé 30 secondes de vol, on doit réduire les 3 moteurs principaux au minimum pour éviter de dépasser la limite de charge maximale de la navette qui est de 3G. Et au bout de 1 minute 30, on remet plein gaz parce qu'on a dépassé Donc vous ne max. démarrez pas à plein gaz, c'est quand même un peu surprenant. Moi je croyais que c'était Enfin, on mettait toute la gomme au départ. On démarre à plein gaz, mais on réduit au bout Vous de 30 réduisez secondes. tellement c'est puissant et Sur la navette. d'accord. Ça vous fait rêver, Madame Surbès-Verger? Ça me fait rêver, j'admire beaucoup qu'on le fasse. Je ne suis pas candidate. Mais Non, vous n'êtes pas candidate. Non, mais alors là, je pense que je serais un bon sujet. Je suis malade en train, en voiture, en avion, en bateau. C'est fini maintenant. Il y a des piqûres maintenant. Il y a Ah des bah voilà. produits. Il y a des produits maintenant qui Ah, sont vous y allez. miraculeux. Voilà, On voilà. est- Personne n'est plus malade. Voilà. Bon, et vous, C'est est-ce qu'il y aura eu des candidats? Est-ce que ça fait partie de vos fantasmes? Enfin, moi, je connais, même de loin, ce qu'est l'entraînement de ces scientifiques, en fait, parce que M. Tonini était pilote de chasse. Ce sont déjà des techniciens de l'aéronautique, pour le moins. Ensuite, c'est un entraînement très long et de sportifs de très haut niveau.
Donc, je ne suis pas Est-ce comme que c'est un Churchill, rêve mais... de gosse, parce que vous êtes dans cette commission parlementaire pas pour rien, est-ce que c'est un rêve de gosse que de voler dans l'espace? Ah, mais on y retrouve Tintin, c'est incontestable. Hein. On y retrouve la fusée de Tintin, qui était quand même assez prémonitoire. Donc, ça plaît. Et puis, c'est à la fois une inconnue et c'est très palpable. Donc, si on fréquente ce milieu, on s'aperçoit qu'il y a des choses très simples. D'ailleurs, M. Tonini, lorsqu'il explique, finalement, c'est très simple, on n'a pas peur, il y a une piqûre pour le mal de l'air, etc. Voilà. Alors, Et il y a une très belle vue sur la Terre quand il faut qu'on est là-haut. Il y a une vue sur la Terre, et je crois que sur cette planète, il y a deux sortes d'êtres humains. Il y a ceux qui ont vu la planète bleue et ceux qui ne l'ont pas vue. Ouais, Ils y a sont tous les largement groupes, hein, qui l'ont minoritaires, vu, oui. mais c'est quand même merveilleux. Mais il y a des touristes, parce que j'ai vu que les Russes ont déjà envoyé des touristes dans l'espace à raison de 22 ou 36 millions le voyage, si j'ai bien compris. Et en revanche, Aller-retour. aller-retour. Et Richard Branson, lui, avec Virgin Galactic, lui, il est en train de construire un station-port dans le Nouveau-Mexique. Et là, il y a déjà une 500 personnes qui ont pris leur billet. Ils pourront faire un tour dans l'espace, peut-être un peu moins loin, mais pour 200 000 euros pièce. Oui. Ça vous dit ça? Vous soyez preneur? Un petit Non, billet? moi personnellement, je ne suis pas preneur. Alors, il faut faire attention, quand on parle de Virgin, il faut faire attention, ce n'est pas le cas des astronautes comme Michel Tonini. Hein. Il ne s'agit pas de la part de Virgin d'envoyer un astronaute sur la station spatiale ou sur feu la station Mir. Il s'agit de faire un vol qu'on appelle suborbital, c'est-à-dire d'amener effectivement un passager à la limite d'atmosphère, donc entre 100 et 200 km d'altitude, le faire rester je ne sais pas combien de temps exactement, quelques minutes, quelques Donc dizaines de minutes. il voit la Terre ronde, mais il ne voit pas la Terre de loin. Quoi. Et ensuite, évidemment, on se repose. Bon, alors effectivement, ils annoncent un prix de 100 000 euros ou dollars. Il y a des Français qui sont déjà inscrits. Il y a des Français qui sont déjà inscrits. Bon, le système n'est pas encore en service. Le système n'est pas encore en service. Tous ces projets de tourisme spatial, puisque c'est cela dont on parle, sont des projets pour l'instant entièrement privés. C'est-à-dire que nous, les agences, nous n'avons pas à l'heure actuelle estimé nécessaire de financer ce genre d'aventure parce que nous considérons que ça ne répond pas à une finalité ni de politique publique, ni de besoins des citoyens. Mais le rêve, est-ce que... Mais ça marche toujours le rêve, mais je dirais pas forcément par le vol. C'est vrai que mais vous devez tous connaître ça et bien mieux que moi, quand on vous demande ce que vous faites et que vous dites que vous travaillez sur l'espace, même moi qui me contente, je dirais, d'analyser ce qui se passe, ça fait rêver les gens. modes d'occupation, etc. Tout le monde vous dit spontanément, ça doit être très intéressant. Et de fait, c'est très intéressant parce que c'est un milieu dans lequel tout se passe, si vous voulez, avec une vraie contradiction. Enfin, moi, en tant que géographe et extérieur, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Le milieu spatial, il ne ressemble en rien au milieu terrestre. Vous n'avez pas véritablement de route, vous n'avez pas de port, à la rigueur, la Lune sur lequel vous pourrez aller vous poser, la station, mais là aussi c'est un objet transitoire. Et pourtant, on le pense comme on pense l'exploration de la Terre. Ça ressemble un peu à l'océan quand même, cette liberté-là aussi, peut-être. Oui, enfin, sauf que c'est différent. L'océan, c'est pareil. Vous avez un bateau qui va d'un port à un port. Là, vous êtes dans une situation complètement autre. Et en même temps, la manière dont est perçue l'occupation de l'espace, ce sont les enjeux terrestres classiques qu'on retrouve. Alors, il y a cette originalité de la non-occupation, de la liberté de circulation, etc., qui est posée par le traité de 67. On verra comment ça évoluera au fil du temps si un jour on veut faire une exploitation. Parce que l'espace appartient à personne. À tout le monde. C'est un bien de l'humanité. Alors après, si il y a ceux qui savent y aller et ceux qui savent si on pas veut y rêver, aller. parce qu'il y avait Obama qui nous a refait le coup de on va aller sur la Lune, il y a au début de son mandat. On va pas y aller. Non, au début, c'est Bush qui avait dit on va y aller et Obama nous dit on n'y va plus. Donc, moi je suis un peu déçu. Avec quoi on va rêver? Est-ce que c'est quoi l'étape prochaine? C'est d'aller sur la Lune, c'est d'aller sur Mars, c'est de quoi faire? Qu'est-ce qui va nous inspirer comme ça? C'est intéressant pourquoi Obama a dit on va pas y aller. Il a dit, quand j'étais sur les épaules de mon grand-père et qui m'a montré la Lune en me disant, tu vois, il y a des hommes là-haut, il y a des Américains là-haut, j'étais absolument fascinée, c'était merveilleux, c'était extraordinaire. Il dit, bon, mais c'était en 1968. Et maintenant, il faut peut-être trouver autre chose. Et il faut peut-être faire effectivement de la recherche et du développement et essayer de trouver de nouvelles pistes, de nouvelles technologies. Et puis, est-ce qu'on a absolument besoin que ce soit des hommes? J'en suis pas certaine. L'exploration automatique, à une époque où on a des enfants qui jouent avec des jeux vidéo sur lesquels ils sont en situation virtuelle, etc., c'est peut-être quelque chose qui peut les passionner aussi. On a un petit peu l'impression que ce rêve spatial a été porté aussi par l'homme et parce que des hommes allaient dans l'espace. Je pense que ça faisait partie des choses. Envoyer des machines, c'est bien sympathique, mais c'est quand même un peu moins concernant. Est-ce que la prochaine étape, ça va être ça? Ça va être de remettre des hommes, enfin il y a des hommes dans l'espace, mais de les remettre avec un objectif, Lune, Mars, je ne sais pas quoi, mais qui va faire qu'on va se passionner à nouveau?
Non, mais moi je crois qu'il est, il est dans la nature humaine, effectivement, d'explorer l'univers. Donc l'homme dans l'espace, ça va continuer. Aujourd'hui, effectivement, l'homme dans l'espace a franchi une étape. Même si ça sert à rien. Ah non, non, il ne faut pas dire que ça sert à rien. Le problème, c'est que ça coûte cher. Attention. Le problème, M. Duquesne, c'est que ça coûte cher. Donc il faut trouver effectivement des projets qui correspondent à un rapport coût-efficacité qui soit satisfaisant. Parce que le vol habité, ça coûte cher. C'est pas Michel Tonini qui me démentira. Donc il faut effectivement poursuivre cette aventure de la Station spatiale internationale avec toutes les expériences scientifiques et technologiques qui s'y déroulent. Et effectivement, pouvoir rester 6 mois à bord, ça permet de faire des choses beaucoup plus efficaces que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et puis il faut envisager les prochaines étapes. Alors vous avez parlé de la Lune, évidemment. La prochaine étape, c'est Mars. Tout le monde dit qu'il faut aller sur Mars. Mais pour aller sur Mars, Michel Tonini vous le dira mieux que moi, ça pose des tas de problèmes 300 technologiques. 300 et jours, surtout c'est ça un problème humain. Il faut que les hommes. Non, mais en roulant bien, c'est 300 jours, si j'ai bien compris. Il faut 6 mois. Si on est en propulsion chimique classique, il faut 6 mois pour y aller à la distance minimale entre la Terre et Mars. Parce qu'il faut aller à la distance la plus courte. Après, il faut rester environ entre 3 mois et 6 mois. La distance va fatalement augmenter. Et là, il faudra 9 mois pour rentrer. Donc, ça fait un vol de 18 mois. Ah, et ça pose problème, ça. Alors, si ça c'est vraiment la propulsion classique. Si on va en propulsion nucléaire, ce qui n'est pas gagné aujourd'hui, on peut y aller en 3 mois avec les moteurs type Vasimir. C'est des moteurs ioniques qui propulsent tout le temps. On peut rester 3 mois ou 6 mois et revenir en 3 mois. Donc là, on tourne dans un timing beaucoup plus court. Et c'est important parce que le timing court veut dire moins d'alimentation, moins d'eau à amener, donc un vol moins cher et moins de radiation aussi. Et le problème aujourd'hui, c'est pas un problème d'argent, parce que le vol sur Mars, c'est un vol qui est cher. Bon, mais Mars, on peut s'y poser. On pourrait aller marcher sur Mars comme on a marché sur la Lune. On pourrait aussi, ça pose pas de problème. Si, avec un scaphandre, on pourrait marcher sur Mars. Il faut le mettre au point, mais ça sera faisable. C'est Oui. faisable. Mais vous en rêvez de ça ou pas? Ah oui, c'est un rêve. C'est un rêve et une réalité. Non seulement Mars est une réalité, mais moi je travaille avec les universités pour préparer le voyage sur Mars. Donc moi j'y crois sérieusement. Non seulement je crois au voyage sur Mars, mais je crois aussi au voyage vers un astéroïde. Un astéroïde soit pour des valeurs scientifiques, soit pour une mission sécuritaire. Parce que si un jour nous avons un astéroïde qui vient sur la Terre, on serait quand même un peu stupide de rester là et de rien faire. Alors qu'on peut envoyer des hommes... Ah, c'est ce dernier film catastrophe où on a quelque chose qui nous arrive dessus. Dévier. On peut dévier un astéroïde avec un moteur. Et l'avantage, c'est que le voyage retour, il est beaucoup plus court. Puisqu'on vient avec lui. Voilà. Et oui, on le lâche au dernier moment. Ils en vont ailleurs. Il y a des choses à faire. Aujourd'hui, il est important d'aller dans l'espace pour avoir le contrôle des opérations dans l'espace, pour pouvoir intervenir si on a besoin. Mais Mme Sourbès-Verger dit ça ne sert pas à grand-chose quand même. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Non, on peut automatiser plein de choses. Et c'est vrai. J'ai pas fini pour le prix, parce que là, on disait le prix. Savez-vous combien coûte l'espace aujourd'hui en Europe, l'espace habité? Il y a des chiffres clés. À Londres, c'est pas pareil qu'à... Non, en Europe, combien ça vous coûte à vous sur vos 1 euro par an? 1 euro par an. Le fait d'avoir des gens dans l'espace me coûte à moi 1 euro par an. 1 euro par an à tous les Européens. Quand même. Non, je plaisante. C'est pas cher. Vous voyez, d'ailleurs, quand on dit que c'est cher, ça coûte. Les vols habités coûtent 1 euro par an. Oui, je ne voudrais pas contredire Michel Tonini. J'ai le plus grand respect pour sa position sur l'aventure d'astronaute, mais le chiffre qu'il vient de donner correspond à ce que nous faisons actuellement, nous les Européens, en matière de vol habité, sans avoir cherché à avoir l'autonomie, contrairement aux Russes et aux Américains. Si nous voulions accéder à l'autonomie européenne pour les vols habités, ça voudrait dire qu'on aurait tous les moyens. Quand Michel Tonini a volé, il a volé avec les Russes et avec les Américains. Ça nous coûte 1 euro par personne en Europe pour que vous puissiez voler sur un véhicule russe ou américain. C'est le billet, quoi. Avec l'entraînement et tout ce qui va avec. Oui, mais seulement, on compte dans ce prix-là le fait que nous avons notre infrastructure dans l'espace, nous avons un module européen, notre part de la station. D'accord. Enfin, c'est pas tout le coût de développement d'un vrai lanceur, enfin d'une vraie autonomie, comme vous dites, avec une navette européenne. On compte le fait qu'on a lancé qu'on lance régulièrement le véhicule ATV, qui est un véhicule de docking automatique, qui va sur la station pour amener des vivres, et de l'eau, etc. Et ça, c'est fait en Europe, c'est vérifié en Europe, c'est lancé par les Européens avec Ariane 5. Oui, alors bien sûr c'est un rêve, et bien sûr la Lune, bon, pour des raisons budgétaires, et puis bon, finalement c'est la grande banlieue de la Terre. Mars, c'est une autre paire de manches, donc l'ambition est là. Est-ce que ça je crois qu'il faut faire attention, parce que si on parle que du rêve, on va trouver que finalement ça coûte très cher, le rêve. En fait, c'est d'une utilité primordiale pour la Terre, pour les habitants de cette planète. Donc l'ISS et les 6 astronautes, hommes et femmes, qui sont en permanence à 400 km ou à 350 km au-dessus de nous,
et qui tournent 15 fois autour de la Terre quotidiennement, travaillent sans arrêt pour l'astrologie, la science des matières, pour, disons, tout un tas de calculs qui sont utiles. Il y a sans des compter choses concrètes dans notre vie de tous les jours qui viennent de ces expériences-là. Alors, c'est du rêve, mais c'est d'une importance capitale et j'ai envie de dire vitale. Vitale aujourd'hui, puisque une quantité de choses dépendent de notre conquête spatiale. Vous parliez des médicaments. Quand on voit Claudie Ignoret avec sa salamandre, on se dit bon. Il y a tout qui est lié parce que les vols ont commencé par des vols habités, puis des vols automatiques, mais c'est lié ensemble, on travaille ensemble. C'est-à-dire que les découvertes que nous faisons par les vols automatiques servent aux vols automatiques et habités et vice-versa. On va retourner au documentaire, écouter un petit peu ce que dit le PDG d'Arianespace justement sur à quoi servent tous ces satellites qui tournent autour de nos têtes. Écoutez. Ces petits satellites permettent d'abord de comprendre tout l'environnement de la Terre, parce que là aussi, il y a eu une miniaturisation. Les satellites de Spot faisaient 2-3 tonnes. Aujourd'hui, les successeurs de Spot font 800 kilos et ils ont des performances meilleures. Donc, la gestion des villes, des cultures, tout ce genre de choses. Bon, il y a aussi des satellites avec des fins de souveraineté, c'est-à-dire pour aller espionner ce qui se passe. Mais là aussi, ça fait partie de notre monde moderne. Donc, il y a ces petits satellites et puis de l'autre côté, il y a aussi les satellites scientifiques. Il y a de plus en plus de projets parce qu'on se rend compte que plus on sait de choses sur notre planète et sur l'environnement, plus on veut en savoir. Et par exemple, il y a des projets pour prévoir les tsunamis, il y a des projets pour affiner les prévisions météorologiques. Aujourd'hui, c'est à quelques jours. L'objectif est d'arriver peut-être à 10 jours, à 15 jours. Des projets pour piloter la façon dont on récolte les cultures, les céréales, pour prévoir exactement à quel moment il faut les récolter. Donc là aussi, les applications du spatial sont en train d'exploser. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pourrait plus vivre aujourd'hui sans l'espace? Oui, moi je crois que c'est très important ça, c'est très important. Vous savez, j'ai l'impression quand même que l'espace qui est né dans les années 50, effectivement, donc il y a un peu plus d'un demi-siècle, dans les grandes puissances de l'époque qui étaient les États-Unis, l'Union soviétique, est né d'abord pour des questions de souveraineté, de prestige et de prestige. On va d'ailleurs dans ce que font les Chinois aujourd'hui. Les Chinois viennent de lancer encore 3 taïkonautes, on dit taïkonautes chez les Chinois, dont une femme d'ailleurs, dont une femme. Donc effectivement, il y a une dimension prestige-souveraineté. Ça a été la première étape du spatial, la première étape des pionniers du spatial. Et depuis ces dernières années, ce que dit Jean-Yves Le Gall dans le reportage est très juste, on a assisté à un extraordinaire développement des applications du spatial. Si vous coupez les applications du spatial, vous apercevrez une journée que vous ne pouvez plus rien faire. Les transactions bancaires sont datées avec une précision extrême grâce au système GPS américain. Il n'y a plus de GPS, il n'y a plus de téléphone portable. Vous n'aurez plus de téléphone, vous n'aurez plus de navigation. L'espace utile répond d'abord à des politiques publiques. Ce sont les satellites qui ont mesuré la hausse du niveau moyen des mers, qui ont démontré le réchauffement climatique. On peut aujourd'hui polémiquer sur quelle est l'origine du réchauffement climatique. Il n'empêche que le fait est incontestable et a été mesuré par les satellites. Demain, nous sommes en train de préparer des satellites qui vont mesurer la teneur en gaz carbonique et en méthane, qui seront les 2 paramètres clés de l'évolution de ce réchauffement climatique dans les années à venir. Oui, moi ce que je voulais rajouter, c'est vrai que la Chine, on en parle beaucoup. Alors bon, je ne sais pas si c'est exceptionnel d'envoyer une femme plutôt qu'un homme. Enfin bon, il me semble que sur le nombre de gens qui ont volé, bon, ça c'est un autre débat. Je crois que ça sera exceptionnel le jour où on s'étonnera plus que ce soit une femme. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Non, ce que je veux dire, c'est que par exemple la Chine met plus d'efforts dans les satellites d'application, parce que finalement c'est ça qui va l'aider au développement, qu'elle ne le fait dans les vols habités ou dans les satellites militaires. Et c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. De la même façon, pour l'Inde, le cœur du programme spatial, ce sont les satellites d'application. Et dans ces pays en voie de développement, la question ne se pose même pas. Le spatial, c'est une composante essentielle. Alors nous sommes des pays qui avons des conditions différentes. On a de la cartographie qui est faite, et même si on utilise l'outil spatial, c'est un élément parmi d'autres. Mais chez eux, c'est vraiment crucial. C'est vraiment de l'infrastructure. Il n'y a pas trop de monde là-haut, il n'y a pas un risque d'embouteillage énorme. Ça, c'est un autre problème. C'est plutôt le problème des débris, je dirais, que le nombre des satellites opérationnels. Alors en gros, à peu près, on arrive à avoir un seuil de débris qui reste le même, sachant que le nombre de tirs, on fait les efforts qu'on peut au niveau des lanceurs pour, lorsqu'on ouvre les charges utiles, ça soit le moins polluant possible. On a les satellites qui reviennent sur Terre et qui brûlent dans l'atmosphère, mais ça, c'est des satellites d'orbite relativement basse, sinon ça prend très longtemps. Et puis, on a eu récemment, pour la première fois, un accident avec un satellite Cosmos et un satellite Iridium, qui là ont fait énormément de débris dans un plan
d'orbite. Ça veut dire qu'il y a des débris comme ça qui tournent autour de la Terre et ça fait une espèce de nuage de débris. Bah, de plus en surtout, plus ça fait des important. risques de collision. Ça devient effectivement, ça devient un problème. M. Bersberger a raison de le souligner. C'est pour ça d'ailleurs que les agences spatiales mondiales, toutes, nous cherchons à promouvoir des règles effectivement pour mettre un minimum de discipline effectivement dans la multiplication de ces débris de satellites. Par exemple, sur l'orbite géostationnaire, celle qui est utilisée par les satellites de télécommunication, en fin de vie, à 36 000 km d'altitude, un satellite doit dégager de sa position, doit remonter son altitude pour se mettre sur une orbite cimetière où il restera indéfiniment à cette altitude. Une orbite cimetière, on appelle ça. Une orbite cimetière sur laquelle Donc en le fait, satellite... il ne rentre pas dans l'atmosphère pour se détruire. Il est trop on les loin, il envoie est à ailleurs. 36 000 km déjà en orbite utile, donc on D'accord. remonte son altitude de quelques centaines de kilomètres, donc on dégage la place pour le satellite suivant. Mais vous, là, quand vous lancez une fusée avec des satellites que vous allez mettre en place, vu d'en bas, vous dites, mais comment ils font vous allez positionner exactement un satellite et une place Ah oui, libre. bien sûr. Il va bien faire sûr, son créneau bien là, sûr. il peut. Et le satellite est C'est ça doté de son propre système de guidage et de propulsion jusqu'à la fin de sa vie. Mais vous savez exactement où vous le mettez. Bien sûr, bien sûr. À quelques Bien sûr. dizaines C'est pour de ça que vous mètres pouvez près, recevoir la télévision avec votre antenne, sinon vous ne pourriez pas, si vous ne savez Oui, pas où est ça, le je satellite. le sais, mais ça n'empêche que c'est précis à ce point-là. Bien Et sûr, qu'il y a des places attribuées, Oui, il y a on des réclame places des attribuées qui sont créneaux gérées, comme ça. qui sont gérés par une agence qui dépend de l'Organisation des Nations Unies d'ailleurs, donc il faut réserver sa place, il faut lancer le satellite dans un délai donné, sinon on perd sa place, parce que l'orbite géostationnaire des satellites de télécommunication est unique. C'est comme les marchands sur un marché. Quoi. En quelque Il faut sorte. réserver son emplacement. si On je parle puis dire. que des géostationnaires, là. Hein. Oui, enfin, je sais pas, on parle de... Non, on non, parle des on parle géostationnaires. exclusivement des géostationnaires. Tous les satellites ont une position précise et quand un lancement est réussi, c'est qu'il a été effectivement mis sur l'orbite qui était souhaitée. Mais ce dont vous parle Joël Barre, la réservation, la durée de vie, l'utilisation, etc., c'est sur cette fameuse orbite géostationnaire qui est unique, puisqu'en fait, l'intérêt de cette orbite, c'est qu'à cette altitude, le satellite tourne à une vitesse angulaire qui est à peu près celle de la rotation de la Terre sur elle-même. En gros, ce que ça veut dire, c'est que le satellite reste en face de la même portion terrestre. C'est pour ça que pour les télécoms en particulier, la télévision... Ils arrosent un territoire défini et toujours le même. Hein, voilà, ça Tout le monde tourne ensemble. Je reçois ma télé tranquillement, ce qui est quand même précieux quand on y travaille. Bon, alors, sur ces histoires-là, parce que ça devient banal aussi, presque, vu de l'extérieur, d'envoyer comme ça dans l'espace des satellites. Bon, c'est essentiel à notre vie de tous les jours, mais ça aussi, on a banalisé le fait d'avoir un téléphone, des ordinateurs, Internet et tout ça. On trouve ça normal, on n'imaginerait pas de vivre sans, mais on trouve ça normal. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont pouvoir être faites dans l'espace? Est-ce que l'espace va nous servir demain à autre chose, à des réserves énergétiques, à des réserves d'espace? Est-ce qu'on va y construire? Qu'est-ce qui va se passer dans l'espace demain? Il y a des choses, on parle de l'hélium 3 sur la Lune, on n'a pas le contrôle complet aujourd'hui du procédé pour traiter l'hélium 3, mais l'hélium 3, une fois qu'on l'amène sur Terre, peut faire des ressources énergétiques énormes. Donc on peut aller en prendre, en puiser sur la Lune. Puiser sur la Lune. Et puis, je ne connais pas les chiffres, mais 1 mètre cube d'hélium 3, ça fait l'énergie électrique de tout un continent pendant 1 an. Donc il y a d'énergie sur la Lune. Ouais. Enfin, là-dessus, il pourrait y avoir débat, parce qu'effectivement, le problème, c'est vraiment de la prospective. C'est le problème du coût, c'est le problème de est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais vous avez aussi des centrales solaires en orbite, qui est un vieux rêve dont on parle. Là encore, c'est pas tout à fait prêt, mais c'est quelque chose qui peut être imaginé. Une centrale solaire qui vous permet de renvoyer sur Terre directement de l'énergie. Mais alors, c'est compliqué. Vous disiez fort justement que l'espace nous a apporté tout un confort technologique qu'on ne mesure même pas, qu'on n'évalue même plus. Mais est-ce qu'il y a d'autres... Si vous parliez de rêve, il y a plein de propositions techniques qui sont intéressantes, mais qui existent depuis le début. Il y a l'histoire de l'ascenseur spatial. Bon, c'est quoi ça? C'est une ligne. Oui, enfin, c'est une ligne. Enfin, moi, j'ai jamais exactement compris comment ça fonctionnait, mais l'idée, c'est d'avoir un système qui fait que vous ne seriez pas obligé à chaque lancement d'utiliser un lanceur pour vous permettre de mettre une charge en orbite. Alors, ça pose des tas de problèmes, ne serait-ce que le premier câble qu'on a essayé de dérouler à bord de la navette spatiale. Derrière, ça, c'est toujours joyeusement mélangé. Oui, géostationnaire avec un câble et on prendrait l'ascenseur, c'est ça? Oui, enfin, c'est une vue de l'esprit pour l'instant, l'ascenseur spatial. Mais c'est un rêve. Mais l'esprit et on l'a fait. On parlait de rêve, et si vous voulez, c'est très intéressant parce que c'est des projets qui sont nés dès le début de l'histoire de l'espace. Alors, il y en a comme les satellites géostationnaires, c'était Arthur Clarke qui, le premier, l'avait imaginé. C'est l'auteur de 2001 Odyssée de l'espace. Et donc, si vous voulez, on peut faire jusqu'à un certain point aller ensemble le rêve et puis la réalité. Bon, parfois, c'est plus dur de faire marcher le rêve avec la réalité. Alors, on va s'enquérir un petit peu maintenant de ce que fait la Chine, ce que fait l'Inde. C'est aussi extrait de documentaire et pour se poser la question de ces nouveaux arrivants sur ce marché de l'espace. Le
budget spatial indien augmente de plusieurs dizaines de pourcents chaque année et avec des projets très ambitieux. Alors, ils ne sont pas encore directement des concurrents d'Ariane, nous lançons la plupart des satellites indiens, mais à terme, ils le seront parce qu'il y a des budgets et puis surtout, il y a une volonté politique. Les Chinois ne sont pas encore des concurrents, mais il est clair qu'il y a une forte dynamique en Chine et les Chinois sont dans une démarche qui rappelle un peu celle des États-Unis ou de l'Union soviétique il y a une cinquantaine d'années, c'est-à-dire ils veulent absolument que le spatial soit un outil de domination politique. Donc les Chinois ont comme objectif d'envoyer un Chinois sur la Lune en 2020. Je pense qu'ils se donnent les moyens de le faire. Il vous explique qu'en 2020, la plupart des Chinois qui seront vivants à cette époque-là ne seront nés après 1969, donc ils penseront que c'est la première fois qu'on aura marché sur la Lune. Alors voilà, pour ces questions-là, on voit donc des acteurs qui sont des puissances économiques comme la Chine, des puissances politiques qui peut-être un peu inquiétantes comme l'Iran. Est-ce que, on se souvient tous du drapeau américain planté sur la Lune, je ne sais pas s'il y aura bientôt un drapeau américain planté sur Mars, mais est-ce que dans ce cas-là, il y a un territoire qu'on va marquer? Est-ce que, comme les explorateurs dans le temps, on va s'attribuer des territoires dans l'espace? Il est certain que le prochain vol que l'on fera soit sur la Lune, soit sur Mars, je pense quand même que ce sera un drapeau mondial que l'on plantera. Oui. Et ça serait bien qu'on plante un drapeau mondial et non pas un drapeau américain ou russe ou chinois. Il faut encore le dessiner, le drapeau mondial. Partir en coopération. C'est une coopération. Non, ça ne peut pas se faire sans coopération, c'est ce que veut dire Michel Tonini. C'est une aventure tellement lourde, tellement importante, tellement risquée aussi, que ça ne peut se faire qu'à l'échelle internationale. Comme d'ailleurs aujourd'hui la Station spatiale internationale. La Station spatiale internationale est certes à dominante américaine, mais comme on l'a rappelé tout à l'heure, il y a tous les autres partenaires. Les Russes, les Canadiens, les Japonais, les Européens. On disait tout à l'heure, ou à l'échelon régional, la Chine est une région, ou l'échelon régional, ou l'échelon mondial pour des projets plus importants. On ne peut plus envisager l'espace au niveau national comme c'était le cas à l'époque de De Gaulle. C'est fini ça. Non, je crois que Michel Tonini a raison. L'exploration spatiale de l'avenir, elle est internationale. C'est d'ailleurs comme ça que l'Europe la prépare. Parce que l'Europe y travaille. L'Europe se réunit régulièrement sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des partenaires ou des nouveaux arrivants, comme l'Iran éventuellement, là, qui vous inquiètent? L'Iran n'est pas là-dessus. Je dirais l'Iran est à une période où ils essaient déjà de maîtriser la technologie spatiale. Et donc, dans la mesure où l'Iran est isolé, comme d'ailleurs la Chine en son temps, eh bien, ils se débrouillent comme ils peuvent et ils essaient de faire les choses qui vont être les plus spectaculaires compte tenu des moyens dont ils disposent. Moi, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est quand Jean-Yves Le Gall parle de la concurrence chinoise ou indienne. Ce qui porte vraiment le spatial chinois et le spatial indien, alors c'est vrai que leur budget augmente, mais ce sont des budgets qui étaient très faibles. C'est surtout leurs besoins intérieurs. Et moi, je crois que c'est là-dessus qu'on a effectivement intérêt à réaliser que des pays qui ont 10 ou 12 satellites nationaux institutionnels de prévus dans les années à venir, ça va faire un nombre de tirs important. Donc, ils ne seront pas directement concurrents d'Ariane parce qu'ils vont tirer leurs propres satellites avec leurs propres lanceurs. Mais Ariane est sur un marché commercial et plus il y a de pays qui sont capables de se débrouiller par eux-mêmes pour lancer leurs satellites, eh bien, effectivement, ça fait autant de clients potentiels en moins. Bon, maintenant, il y aura d'autres pays qui vont à leur tour s'intéresser aux utilisations de l'espace. La Corée du Sud, a été client, elle a un petit lanceur qu'elle est en train de développer, etc. Mais c'est important. Mais c'est important pour l'Europe parce que notre lanceur, il ne fonctionne pas qu'avec des besoins institutionnels européens. Finalement, nous lançons assez peu de satellites qui soient purement gouvernementaux comparés à des pays comme même la Russie, les États-Unis, la Chine ou l'Inde. Et si nous avons une faiblesse, elle est bien là. C'est pour ça qu'on a fait venir Soyouz sur le pas de tir d'Ariane. C'est pour avoir avec plus Soyouz, de volume. Oui, c'est pour avoir avec Soyouz et avec Vega, parce qu'on n'a pas encore parlé de Vega, mais peut-être qu'on en parlera dans un instant, mais ça figure dans le film de M. Anos. Avec Soyouz et avec Vega, nous avons désormais une gamme de lanceurs, nous les Européens, qui, partis depuis le centre spatial guyanais, nous permettent de lancer tous les satellites, quels qu'ils soient, répondant à nos besoins, qu'ils soient commerciaux et institutionnels, quelle que soit la masse et la mission. Derrière tout ça, il y a quand même une belle guerre commerciale, quoi. Il y a un marché commercial sur lequel, effectivement, comme disait Mme Sorbès-Berger, il faut mettre le lanceur Ariane, parce que nous n'avons pas un marché institutionnel suffisant pour assurer une cadence à nos lanceurs qui permettent de garantir la fiabilité. On peut pas, si on lance une Ariane 5 par an, on n'arrivera pas à maintenir la qualité de la production, donc la fiabilité du lanceur en vol. Il faut lancer, comme on fait aujourd'hui. Un pas de tir pour être performant et une industrie spatiale pour être performante, il faut qu'elle. Oui, il faut une cadence minimale. Il faut une cadence minimale. Comme un chirurgien doit opérer pour être bon. Exactement. Pareil. Oui, alors l'Inde et la Chine ne sont peut-être pas tout à fait sur le même dispositif, mais je suis tout à fait d'accord. Pour le moment, eux, ils ont, en termes de satellites, une vision extrêmement précise. C'est l'utilité pour leurs citoyens, pour aller vite.
Par contre, les lanceurs, qui ne sont pas encore très fiables, puisqu'il y a pas mal d'échecs, seront des concurrents de demain. En tout cas, le but est là. Et notamment le dernier lanceur indien, je crois, qui va être développé, enfin, fini de développer en 2013. Et on apprend des chiffres incroyables où on baisse quasiment de moitié la tonne kilo, la tonne dollar. Alors tout ça sont. Ils vont faire du low cost par rapport à nous, c'est ça? Mais bien sûr, c'est le job. Alors il y a deux choses. Il y a la politique spatiale qui a des objectifs précis. Les Chinois veulent leur autonomie, ils veulent leur propre station spatiale. Ils ne veulent pas jouer avec la nôtre, c'est clair. Ils ont un projet. On les a jamais invités non plus. Hein. Certes, mais ça tombe bien, ils ne voulaient pas venir. Donc, ils veulent, eux, il y a la dimension de la Chine, on est fort, on est gras, on est puissant. La notion du drapeau existe encore pour les Chinois de façon importante. De suprématie, etc. Suprématie dans l'espace. Voilà. Donc, les Indiens, c'est différent, mais n'empêche que sur le marché lanceur, les Japonais font un lanceur. Tout le monde va faire un lanceur. Les Brésiliens commencent à y travailler. Donc la mondialisation, aïe aïe aïe. Et là aussi, oui, l'espace va être touché à son tour. Si ce n'est juste un point avant de laisser la parole, si vous voulez, le décrochage budgétaire sur l'espace, il peut arriver. L'Europe, là, elle est en galère. Il y a de grosses difficultés. À partir de ce moment-là, vous prenez un retard technologique qui est quasiment mortel. C'est-à-dire, au bout d'un moment, si vous baissez votre recherche spatiale pour des raisons budgétaires, mais vous êtes vous nous dites en clair qu'il est surtout urgent de ne pas freiner nos efforts en matière spatiale. Un mot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, un mot quand même sur le militaire, parce que vous êtes quand même général de l'armée de l'air. Oui. Et le militaire n'a jamais été très loin du civil en matière spatiale. Non, il y a des similitudes entre les projets civils et militaires Ils sont souvent au niveau des satellites. Un peu de concert. Bien sûr, oui. Bon. Est-ce qu'il faut craindre, parce qu'il y a eu la guerre des étoiles à une époque, est-ce qu'il faut craindre encore ça? Ou est-ce que l'espace ne sera plus jamais le sujet, l'objet de militarisation? En ce moment, il l'est. Il l'est un petit peu moins depuis que le président Obama est à la tête des États-Unis, mais c'est lié à un débat qui est tout à fait différent et qui est celui du bouclier antimissile américain. Et là, j'aurais tendance à vous suggérer, qu'ils veulent déjà mettre chez eux, qu'ils nous proposent de mettre en partie chez nous, sur lequel il y a des conflits avec la Russie, etc., etc. Mais là, si vous cherchez un nouveau sujet d'émission, je pense que vous avez largement de quoi faire. C'est un vrai énorme sujet. On aurait intérêt à regarder ce qui se passe de ce côté-là. Oui, mais c'est surtout que la vraie question, c'est que les États-Unis dépendent pour leur intérêt national du spatial, dans la version à la fois civile et militaire, que donc par conséquent, assez logiquement, ils ne conçoivent pas que l'on puisse menacer leurs satellites dans l'espace, que donc pour se protéger, ils ont tendance à préempter en disant qu'ils vont mettre des armes dans l'espace. À partir du moment où ils mettent des armes dans l'espace, ils ouvrent la voie pour que n'importe quel autre pays mette des armes dans l'espace. Alors c'est très caricatural. Et que l'espace soit plus tout à fait ouvert à tout le monde. Oui, même s'il est ouvert, ça veut dire qu'il y a toujours le risque. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ferait la guerre, ça veut dire qu'on dissuaderait de faire la guerre. Mais ça veut dire qu'il y a des satellites civils. Ces satellites civils, ils ne sont pas protégés comme les satellites militaires. À partir du moment, on a même vu un simple essai ASAT fait par les Chinois faire des milliers de débris. Donc on a un vrai sujet qui, pour l'instant, je dirais, est un sujet gelé. Vous inquiétez de ça, d'un jour où éventuellement on irait tuer les satellites des États concurrents? C'est ça, Non, ça serait défendre ses propres satellites. Non, ça serait défendre ses propres satellites comme un risque d'attaque. Les États-Unis, pas vraiment, parce que les États-Unis étant le pays qui utilise le plus spatial, même pour les besoins civils, ils n'ont pas du tout intérêt à ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a quand même des complications, mais le fait que nous ayons une saison spatiale avec 5 agences différentes qui travaillent ensemble donne une garantie de sécurité et de paix entre les grands pays qui participent. Bon, moi j'étais venu avec un appétit de rêve et je repars avec des inquiétudes de guerre, mais tout va bien. Voilà. Merci en tout cas à vous d'être venu participer à cette émission. Merci à Aurélie Lafave de l'avoir préparée. Je vous rappelle notre site internet et je vous dis que dans une semaine, on va parler de la Légion étrangère. Vous voyez, la liaison est facile entre ces inquiétudes-là, ces bruits de bottes à nos frontières de l'espace et puis la Légion étrangère dont c'est le métier. Voilà. Et qui protège Kourou, absolument. Bonne semaine sur Public Sénat.